Les théories du complot, c'est une expression qu'on entend souvent partout sur internet et dans les médias, surtout dans le contexte actuel et avec les récentes révélations qu'on n'aurait jamais pensé possibles. Que ce soit de simples spéculations ou alors des théories très élaborées, de nombreuses personnes et de nombreux groupes pensent que la vérité nous est cachée, que ce soit par les gouvernements ou par des élites secrètes. Ce soir, on voulait vous parler de 30 de ces récits complotistes et à la fin, vous seuls serez juges de ce que vous croirez ou non. N'hésitez pas à vous abonner si notre travail vous plaît, on le demande assez rarement mais on fait tout nous-mêmes à deux et ça nous prend tout notre temps et c'est vraiment le meilleur moyen de nous aider et surtout d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on espère que ça va vous plaire. Sur ce, préparez-vous et bienvenue dans l'incroyable iceberg des pires théories du complot. On vous prévient, c'est un épisode long et complexe. Et donc j'espère que vous êtes très confortablement installés, c'est essentiel la commu pour bien être à l'aise et comprendre tout ce dont on va parler. Si ce n'est pas le cas actuellement, on a évidemment une solution pour vous. Merci à Emma d'être partenaire pour cette vidéo et merci d'avoir changé mes nuits depuis maintenant plus de 2 ans à titre perso. D'ailleurs, si vous, derrière votre écran, vous pensez à changer de literie et notamment de matelas, sachez qu'on vous raconte pas du vent. Suffit de regarder toutes les récompenses qu'ils ont obtenues pour s'en rendre compte. Emma a notamment remporté le prix du meilleur matelas d'après les comparateurs en 2025 pour le modèle original, quand même. Et comme je sais qu'on peut se poser la question, la livraison et le retour sont complètement gratuits, les matelas sont garantis 10 ans et vous avez une période de 100 jours pour les tester. De cette manière, vous avez le temps de vous y habituer, de décider si ça vous convient ou pas, donc zéro risque. Et si jamais vous avez une question, une remarque ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez directement leur envoyer un mail ou même les contacter en message privé sur Insta, aucun souci pour contacter Emma. Perso, je vous l'ai dit, ça fait déjà 2 ans que j'utilise leurs coussins et depuis très récemment leurs matelas et très honnêtement, ce sont les meilleurs que j'ai jamais eus. Alors je parle d'expérience, c'est une valeur sûre. La commu, c'est bon, j'ai enfin franchi le cap et je peux vous dire que Emma s'adapte bien à tout le monde. Que vous soyez dans la team des gens qui préfèrent les matelas durs, mous ou entre les deux, il y en a pour tous les goûts. Perso, vous le savez peut-être, mais je suis team matelas assez dur. Dites-moi si c'est pareil pour vous en commentaire. Si jamais vous voulez payer en 3 ou 4 fois sans frais, sachez que vous pouvez le faire, c'est hyper pratique. Et comme il n'y a pas que les matelas qui importent pour un sommeil de qualité, Emma propose tout le reste. Oreillers, couettes, surmatelas, etc. Tous de super qualité. Depuis quelques mois, je me couche avec la couette lestée et ma slip. Et sachez que depuis, je dors premier degré beaucoup mieux. Ça marche pour de vrai. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour sauter le pas, en ce moment c'est les promos de printemps du 24 mars au 8 mai. Et vous avez jusqu'à moins 50% sur le site Emma. Mais c'est toujours pas fini, et non. Parce qu'avec le code KRATOSEJO, vous avez en plus 10% de réduction sur les produits qui sont déjà remisés sur le site. Et le code est valable jusqu'au 23 juin. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup d'investir dans de la bonne qualité, surtout quand on sait qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. On vous met le lien de la promo en description, n'oubliez pas le code et merci à Emma pour leur confiance. Et maintenant, on est parti pour un nouvel iceberg. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter ? Bon, pour les quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas encore vu le film, je vous résume l'affaire en moins de 30 secondes. On est le 14 avril 1912, quand le Titanic, le paquebot le plus gros jamais réalisé à l'époque, prend la mer. Le départ se fait à Southampton, en Angleterre, avec plus de 2200 passagers à bord. Le paquebot est censé faire 2 escales, une en Normandie et l'autre en Irlande, avant de traverser l'Atlantique pour finir son périple à New York, aux USA. Malheureusement, ce n'est un secret pour personne. Le bateau n'arrivera jamais à destination. Lancé à plus de 21 nœuds, donc 40 km/h environ, le monstre d'acier percute un énorme iceberg qui causera des dommages irréparables à sa coque. 2h30 plus tard, le bateau sombrera entièrement dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique, dans une obscurité terrifiante et totale. Plus de 1500 personnes perdront la vie ce soir-là, faisant du naufrage du Titanic l'un des accidents maritimes les plus meurtriers jamais arrivés jusque-là. Ok, on commence avec les faits un peu troublants. Pendant le naufrage, un bateau se trouve à proximité, mais ne réagit pas. Son petit nom c'est le Californian, mais vous allez voir, on va vite en reparler. C'est finalement le Carpathia, un autre navire en gros, qui va récupérer les survivants. Ok, ça c'est l'histoire connue de tous. Mais vous allez voir que beaucoup de mystères et de théories du complot gravitent autour du Titanic. Et l'une des plus répandues concerne son frère jumeau. Ah, vous ne le saviez pas ? Oui. À cette époque, il existe un autre paquebot, identique en tout point au Titanic, qui s'appelle l'Olympique. Pour comprendre pourquoi il existe, il faut qu'on remonte tous ensemble quelques années auparavant, pendant la construction de ces 2 géants des mers.
On est donc en 1907 quand Joseph Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line, décide de lancer le projet suivant. Construire les plus gros paquebots ever. Très vite, le chantier se met en route. L'Olympique en premier, puis le Titanic, identique en tout point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Pendant l'un des essais en mer de l'Olympique, un accident tragique survient. Le paquebot percute violemment un croiseur de la Royal Navy du port de Southampton. Bon, c'est un gros coup dur pour la White Star Line qui perd beaucoup d'argent. La raison, c'est que l'enquête qui va suivre déterminera que l'Olympique est le seul responsable de cette collision. L'assurance ne couvrira donc aucun des dégâts. Jusque-là, tout est factuel, mais justement, c'est précisément là que la théorie du complot démarre. Selon les partisans de cette théorie, la White Star Line aurait mis en place un plan machiavélique dans le but de monter une escroquerie à l'assurance. L'objectif étant simple, faire croire à tout le monde qu'ils vont naviguer sur le Titanic alors qu'il s'agit en réalité de l'Olympique endommagé. La première partie du plan consiste à rafistoler comme ils peuvent le bateau, pour qu'il soit crédible quoi, de changer le nom du bateau visible sur la coque, puis de planifier son naufrage en pleine mer pour finalement récupérer la prime d'assurance. Ok, donc le Titanic n'est pas vraiment le Titanic, et le naufrage était planifié. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient prévu de percuter un iceberg ? Eh bien, selon cette théorie, en fait, il n'y a juste pas d'iceberg. 2 bateaux sont censés les attendre à un point de rendez-vous, le Californian, dont je vous ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, et un autre bateau dont on ignore absolument tout. Et justement, quand on fait quelques recherches, on se rend compte que le Californian, donc le bateau qui se trouvait à proximité pendant le naufrage et qui n'a pas réagi, c'est un bateau de la White Star Line, même entreprise qui a construit le Titanic. Bizarre. Ok, la suite du plan est donc claire. Le faux Titanic, une fois arrivé sur place, devra provoquer lui-même un naufrage contrôlé. Les passagers, eux, seront ensuite récupérés par le fameux bateau dont on ne sait rien. Et voilà, aucune victime, on récupère l'assurance et on rentre à la maison. Malheureusement, vous l'imaginez bien, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, selon cette théorie, encore une fois, les choses auraient mal tourné quand le faux Titanic a percuté le deuxième bateau dont on ignore tout. Le naufrage devient alors inévitable et la suite on la connaît. Bon, mais alors en résumé, quels sont les arguments utilisés par les complotistes pour parler de cet incident, en plus du comportement étrange du Californian et qui n'aurait pas réagi au naufrage ? Premièrement, le commandant de bord du faux Titanic n'était autre qu'Edward Smith, le commandant de l'Olympique. Bon, c'est assez léger, mais on continue. Deuxièmement, l'iceberg. Pour beaucoup, c'est complètement irrecevable qu'un iceberg puisse endommager un paquebot de cette taille. Et comme pour beaucoup de théories du complot, c'est pas entièrement faux. Beaucoup pensent que l'iceberg n'est pas le seul responsable du naufrage. Certains disent par exemple qu'un incendie à bord aurait fragilisé la paroi du paquebot, créant ainsi une suite d'événements macabres. On pourrait presque dédier une vidéo entière au Titanic tellement il existe de théories sur le sujet. Son numéro de série lu à l'envers, qui semble indiquer No Pope, donc pas de pape, serait pour certains le symbole que le navire défiait la religion catholique elle-même. D'autres parlent d'une momie qui aurait maudit le navire. Bref, une chose est sûre, savoir si Jack et Rose auraient pu tenir sur cette porte à deux n'est pas le seul mystère qui entoure le Titanic. Le ciel et l'espace, ce sont des sujets qui ont toujours passionné les êtres humains. Aujourd'hui, lorsqu'on lève les yeux au ciel, on voit les étoiles, du moins à travers la pollution lumineuse, mais également des avions, des satellites et autres constructions humaines que nous avons envoyées là-haut. Et c'est en 1944 qu'on commence à réussir à envoyer officiellement des objets dans l'espace, avec le missile V2 du Reich allemand, oui, on est très fort pour tout détruire. Puis en 1957, avec le satellite soviétique Sputnik 1, devenant le premier objet satellisé par l'homme. Mais si je vous disais qu'en fait, une autre forme d'intelligence avait déjà envoyé des objets en orbite autour de notre planète. Et oui, si vous regardez ces vraies photos, cet objet précisément daterait selon les complotistes de plus de 13 000 ans. Les amis, voici un satellite envoyé par des extraterrestres bien avant qu'on découvre même l'usage de l'électricité, le Black Knight satellite. Et tout commence en 1998, lorsque Joe et moi, on est nés. Attends mec, ça on s'en fout, non ? Ouais, on s'en fout. Plutôt lorsque la NASA référence dans sa base de données un débris spatial avec ce nom barbare que vous voyez à l'écran. À ce moment-là, une communauté d'ufologues, donc ceux qui étudient les ovnis et adeptes de théories du complot, s'empare de la nouvelle et rebaptise l'objet en Black Knight satellite. Selon eux, c'est un objet envoyé par des extraterrestres depuis 13 000 ans
que la NASA nous cache volontairement en orbite quasi polaire autour de la Terre. Et pour appuyer leur théorie, les complotistes prennent pour référence Nikola Tesla. Vous connaissez certainement déjà ce génie qui a notamment développé le courant alternatif qu'on utilise tous aujourd'hui et qui a fait tout un tas d'inventions très en avance sur son temps. Eh ben, sachez qu'en 1901 déjà, Tesla affirme tout simplement avoir reçu régulièrement des signaux extraterrestres depuis Mars. Aujourd'hui, on pense que ça peut être effectivement dû à des objets en orbite qui émettent naturellement, et notamment d'après certains, le Black Knight satellite. On a beaucoup d'autres témoignages d'anciens militaires, d'ingénieurs, qui affirment avoir reçu des signaux extraterrestres, et pour les complotistes, il n'y a plus aucun doute, la Terre est espionnée, et ce, depuis très longtemps. Bon, une fois qu'on a dit ceci, on a quand même une explication officielle. Parce que oui, ces images qu'on vous a montrées, ce sont bel et bien des vraies photos capturées par la NASA, et en fait, cet objet ne serait pas du tout un satellite envoyé par les Martiens, mais tout simplement une couverture thermique destinée à être posée sur un appareil. En fait, en 98, la NASA lance la mission STS-88 avec la navette spatiale Endeavour, censée atteindre la Station spatiale internationale. Sauf que, manque de bol, un astronaute laisse échapper une couverture thermique au cours d'une sortie extravéhiculaire. Résultat, les astronautes de la mission immortalisent le moment et prennent ce cliché avant que la couverture ne finisse brûlée par l'atmosphère terrestre. Bon, est-ce que la NASA aurait photographié un objet ancien de plus de 13 000 ans en nous cachant l'existence des extraterrestres ? C'est en tout cas ce que pense la communauté du Black Knight satellite. On est le 6 février 2023 quand une nouvelle fait la une des journaux. Une secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter fait trembler la Turquie et la Syrie voisine. Cette catastrophe naturelle désastreuse a provoqué la mort de plus de 54 000 personnes dans une zone s'étalant de la Turquie à la Syrie. L'événement est cataclysmique. Un premier séisme, le plus puissant d'ailleurs, frappe le sud de la Turquie, atteignant une magnitude maximale de 7,8 sur l'échelle de Richter. Plus de 5 autres séismes consécutifs vont arriver ensuite, tous dévastateurs. Bon, l'événement est tragique et désastreux. Mais alors pourquoi est-ce que je vous en parle dans cet iceberg dédié aux théories du complot ? La raison est simple. Selon certaines personnes, ce séisme dévastateur aurait été provoqué intentionnellement par les États-Unis. Ouais, encore eux. Et quand on plonge le nez dans cette théorie, on se rend très vite compte que ces 5 lettres sont au cœur de ce complot mondial. Ok, ça fait beaucoup à digérer. Donc reprenons depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ce projet HAARP ? Pour être honnête, c'est assez compliqué, donc je vais essayer de vous le simplifier au maximum, histoire qu'on ait tous la même base de compréhension pour la suite. En gros, ce programme de recherche dans le domaine des hautes fréquences appliquées aux aurores boréales, connu sous son acronyme HAARP, c'est un projet lancé par les États-Unis pour étudier la ionosphère. Ok, j'espère que j'ai ravivé vos souvenirs de quelques-uns de vos cours d'SVT là. Allez, comme je suis sympa, je vous rappelle quand même ce que c'est. La ionosphère, c'est la couche supérieure de l'atmosphère terrestre qui s'étend depuis environ 80 km d'altitude jusqu'au-delà de 1000 km. Pour vulgariser grossièrement, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'ailleurs n'hésitez pas à ajouter des précisions en commentaire, grâce aux 12 rangées de 15 antennes situées en Alaska, les scientifiques arrivent à perturber l'ionosphère à une très petite échelle afin de reproduire certains effets similaires à ceux des aurores boréales. Et donc ça leur permettrait d'étudier ce phénomène beaucoup plus facilement, qui dans la nature est très aléatoire et assez rare. Bon, mais alors quelle est la théorie du complot associée à ce centre de recherche ? Bah écoutez, pour certaines personnes, ces installations ont pour objectif de modifier le climat, voire même de contrôler le psychisme de la population, et de les soumettre aux gouvernants des principaux États. Ouais, rien que ça. Pour être clair, les États-Unis pourraient donc manipuler le climat à leur guise, chez eux ou dans d'autres pays. On y revient donc, selon cette théorie du complot, le séisme dévastateur qui a eu lieu en Turquie et en Syrie aurait possiblement été provoqué par HAARP, la base scientifique et militaire états-unienne. Alors, comme beaucoup de théories dont on vous parle ce soir, elle émet des accusations graves. Alors bien sûr, prenez ça avec des grosses pincettes, n'oubliez pas qu'on est dans un iceberg des théories du complot. Bon, reprenons. Pour quelles raisons des gens ont associé le projet HAARP au séisme de février 2023 ? Eh bien, à cause de cette photo. Ce nuage orangé en forme de soucoupe volante aurait été aperçu au-dessus de la Turquie quelques heures avant le séisme. Tout de suite, les complotistes s'emballent et certains font le lien avec HAARP en affirmant qu'il pourrait s'agir d'un nuage provoqué par l'installation et qui aurait un lien avec le séisme. Bon, si on reprend les arguments complotistes un par un, on peut clairement tous les réfuter. A priori, ce nuage n'a aucun lien avec HAARP
et aucune preuve scientifique ne peut faire de lien clair et net entre ces installations et n'importe quelle autre catastrophe naturelle. Et même si les théories vont loin et parlent même de manipulation mentale en tout genre, il est clair qu'à ce jour, cette théorie du complot est très bancale, voire même complètement irréaliste. Donc ne vous inquiétez pas, s'il fait moche aujourd'hui, où que vous soyez pendant que vous regardez cette vidéo, ce n'est sans doute pas à cause des 14 antennes du projet HAARP, situé en Alaska. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont passionnés par l'histoire ? Au fil des millénaires, je vais rien vous apprendre, mais l'homme a développé de très nombreuses connaissances comme l'agriculture, l'architecture, les mathématiques ou encore l'astronomie. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé finalement là, vous et moi, à nous parler à travers un écran que vous fixez actuellement, peut-être à des milliers de kilomètres ? Est-ce que c'est simplement le fruit de l'évolution naturelle de nos connaissances ? Eh bien, ce n'est absolument pas le cas, du moins d'après les adeptes de la théorie des anciens astronautes. Bon, je vous ai déjà parlé des extraterrestres avec le Black Knight Satellite, et bien voici une autre théorie ufologique qui remet en cause l'histoire entière telle qu'on nous l'a apprise. Selon les adeptes, l'homme n'aurait jamais pu développer ses avancées technologiques seul. Quand on regarde par exemple les pyramides d'Égypte ou encore les édifices aztèques et mayas, beaucoup de gens se posent des questions. Alors ça, ce n'est pas nouveau. D'après beaucoup, ces constructions sont vraiment très précises, sont alignées sur des modèles de constellations, et c'est très étonnant dans un monde a priori sans les connaissances qu'on possède aujourd'hui, que les civilisations antiques aient pu réaliser tout ça. Il y a pas mal de documentaires sur les secrets et les révélations que renferment les anciennes constructions, comme les pyramides, et qu'on continue de découvrir encore aujourd'hui. Je vous laisserai checker, c'est vraiment ultra intéressant en vrai. En bref, pour les adeptes de la théorie des anciens astronautes, c'est juste impossible. Les connaissances en astronomie, ingénierie et mathématiques de ces peuples anciens semblent être beaucoup trop avancées pour être le fruit de l'intelligence humaine. Ces civilisations auraient tout simplement reçu de l'aide de visiteurs extraterrestres beaucoup plus développés pour les aider dans leur construction et avancées technologiques. Mais à votre avis, d'où vient cette idée ? Eh bien, vous serez étonné d'apprendre que la théorie des anciens astronautes est premièrement mentionnée par ce gars. Peut-être que certains d'entre vous l'auront reconnu, parce que ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Howard Phillips Lovecraft, l'un des auteurs de science-fiction les plus marquants du XXe siècle. Vers la seconde moitié du XXe, la théorie gagne en popularité et les preuves selon les adeptes seraient très nombreuses. Vous voyez ces hiéroglyphes de près de 1300 ans avant JC ? Eh ben, ce seraient des hélicoptères appartenant aux extraterrestres bien avant que les êtres humains ne puissent les concevoir. De même, dans ce tableau connu, peint par Menardi dans le XVe siècle, vous ne remarquez rien ? Cet élément en fond serait tout simplement un ovni, annonçant déjà la présence d'une autre intelligence sur Terre. Bon, dernier exemple parce qu'il y en a beaucoup, mais les lignes de Nazca au Pérou tracées jusqu'à 600 avant JC seraient des indices révélant la venue d'anciennes civilisations extraterrestres très avancées, devenues des dieux pour ces populations. D'ailleurs, ces théories a beaucoup d'interprétations différentes et certains mouvements comme la secte de Raël croient également en la venue d'extraterrestres dans les temps anciens. Pour la communauté scientifique qui essaye de démystifier ces théories, on a affaire surtout à de nombreux amalgames et des archéologues tentent de trouver des explications plus rationnelles à des questions qui resteront sans doute toujours sans réponse. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la commu ? Vraiment, je suis curieux. J'aimerais bien savoir de quels instruments vous jouez. Je suis sûr qu'il doit y avoir des artistes de ouf qui nous écoutent là actuellement. Moi perso, j'ai jamais fait de musique, donc je vous avoue que j'ai plongé dans un milieu assez inconnu pendant les recherches de cette histoire, mais je vais faire de mon mieux et comme d'habitude, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais je dis des dingueries. Ok, est-ce que vous saviez qu'il existe une théorie du complot qui dit que la musique que vous écoutez tous les jours est programmée pour vous rendre anxieux et aigri ? Ok, vous avez peut-être souri là, je vous ai vu. Mais vous allez voir, il y a vraiment toute une théorie conspirationniste qui se cache derrière tout ça. Bon, je pense que même pour les personnes comme moi qui n'ont jamais fait de musique, il y a quelque chose d'assez évident, les instruments doivent être accordés. On a déjà tous vu un guitariste tourner ses petites chevilles pour accorder son instrument, et l'une des raisons pour laquelle il fait ça, c'est pour qu'il produise un son agréable, et surtout qu'il s'accorde avec tous les autres instruments qui s'accordent eux aussi sur la même base. Cette base, c'est une note, le La, qui est calibré à 440 Hz, ce qui veut dire en gros 440 cycles complets de vibrations en une seconde. Voilà, actuellement c'est la norme, tous les instruments s'accordent sur cette même note, ce qui fait qu'ils produisent tous un son similaire s'ils jouent la même note. Encore une fois, j'essaye de l'expliquer de la manière la plus simple possible, même si tout est bien plus compliqué que ça. Et justement, c'est cette note de référence, le La calibré à 440 Hz, qui est au cœur de cette théorie du complot.
Selon cette dernière, cette référence a été mise en place dans un objectif simple, accroître l'anxiété des gens qui écoutent de la musique. Vraiment, je rigole pas, cette fréquence particulière provoquerait un son agaçant, à peine perceptible par l'oreille humaine, mais qui aurait un véritable impact sur votre inconscient. Les partisans de cette théorie justifient ça par le fait qu'il fut un temps où les instruments s'accordaient selon une autre base, le La à 432 Hz. Se baser sur cette fréquence en particulier donnerait à la musique des propriétés curatives et apaisantes pour ceux qui l'écoutent. Mais vous savez quoi ? On va faire un petit test, j'espère que vous êtes prêts. On va écouter 2 petites mélodies, l'une après l'autre. L'une est censée être plus agréable à écouter que l'autre, et vous savez quoi ? Vous allez essayer de deviner laquelle. Alors, avant que je vous donne les explications, dites-nous en commentaire laquelle vous avez préférée, la mélodie A ou la mélodie B. Alors, sachez que la mélodie A provient d'un accordage basé sur le La à 440 Hz, et la mélodie B, elle, provient d'un accordage basé sur le La à 432 Hz. Voilà, vous nous direz si vous avez pu faire la différence ou pas, on est vraiment curieux du résultat. Pour en revenir à la théorie du complot, la fréquence à 440 Hz n'aurait pas été imposée par n'importe qui, et ne serait absolument pas le fruit du hasard. Accrochez-vous bien parce que l'homme qui aurait instauré cette nouvelle norme ne serait autre que Joseph Goebbels, oui, l'ancien ministre de la propagande nazie. Rien que ça. L'objectif aurait donc été de rendre anxieuse la population et leur éviter les vertus apaisantes de l'accordage à 432 Hz. Bon, mais alors où se cache le vrai du faux dans tout ça ? Pour commencer, vous pouvez oublier Goebbels et son intention de nuire à la population via cette norme. Absolument aucun article fiable ne confirme réellement cette histoire. Il y a effectivement un petit lien parce que l'Allemagne nazie aurait choisi cette norme assez tôt par rapport à d'autres pays, mais bon, rien ne montre que cette norme rendrait les gens anxieux. Et donc ça serait finalement l'Organisation internationale de normalisation qui mettra tout le monde d'accord en établissant cette base à tous les pays. Maintenant, concernant la note idéale à 432 Hz, ça fait beaucoup débat. Certains voient dans l'accordage à 432 Hz une genre de symbiose parfaite avec les vibrations de la nature, évoquant des raisons parfois un peu ésotériques. D'autres trouvent qu'il n'y a absolument pas de différence. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, vous verrez qu'il y a plein de vidéos qui sont à 432 Hz et qui sont donc censées vous faire dormir ou vous apaiser. Bref, en tout cas, c'est un sujet très très vaste que je trouve hyper intéressant. Et je vais finir cette histoire en vous posant cette question. Est-ce que vous trouvez que la musique vous rend anxieux, vous ? Est-ce que certains d'entre vous aiment One Piece ? Perso, ça a toujours été mon manga préféré, étant un mélange d'aventures incroyables et de dénonciations subtiles de notre propre monde, de ses injustices et de ses dérives. Et justement, en parlant des dérives du monde, l'un des plus grands mystères de One Piece pourrait être inspiré d'une réelle et énorme théorie du complot. Lui, c'est Othon III, empereur romain dans les années 1000, une figure très célèbre du Moyen-Âge. Lui, Constantin VII, empereur byzantin dans la même période. Et enfin cet homme français, Sylvestre II, tout simplement pape pendant l'an 1000. Mais alors pourquoi je vous parle de ces gars et c'est quoi le rapport avec One Piece ? J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour. Eh ben écoutez, dans le manga, l'un des plus grands mystères de l'intrigue s'appelle le siècle oublié. Pour vous résumer, il s'agit d'une période de 100 ans, dont il ne reste presque aucune trace archéologique dans le monde et dont le contenu a été littéralement et volontairement effacé des livres d'histoire par des élites puissantes aux intérêts obscurs. Et ben selon ce gars, Heribert Illig, un écrivain et historien amateur allemand, ces trois dont je vous ai parlé auraient tout simplement inventé une grosse période de l'histoire dans le monde réel. D'après lui, les années entre l'an 614 et 911 après JC, soit près de 300 ans de l'histoire de l'humanité, n'ont jamais existé. Alors pourquoi ces trois auraient manipulé l'histoire et comment ? Et ben d'après Heribert, Othon III et le pape Sylvestre II n'ont pas du tout été dirigeants pendant l'an 1000, mais plutôt dans les années 700. Sauf que les amis, être leader pendant l'an 700 par rapport à l'être pendant l'an 1000, on est d'accord, ça a beaucoup moins de gueule. Et donc, ne supportant pas cette place anecdotique dans l'histoire, et pour se proclamer spéciaux et symboliques, ils auraient tout simplement inventé 3 siècles d'histoire, réclamant être des leaders du mythique en 1000 après Jésus-Christ. Ça voudrait donc dire qu'on n'est pas actuellement en 2026, mais plutôt vers 1729, que Charlemagne a tout simplement été inventé pour le complot, et que l'hégire islamique n'aurait jamais eu lieu, rien que ça. Pour étayer sa théorie, Heribert se base sur plusieurs hypothèses. Déjà, il y a peu de preuves archéologiques qui peuvent être datées de façon fiable entre 614 et 911.
Il dit également que les historiens médiévaux se reposaient trop sur des sources écrites et ayant été manipulées. En plus de ça, il y aurait des incohérences architecturales dans l'histoire et dans le calendrier grégorien. Bref, beaucoup de choses. Évidemment, les scientifiques et historiens réfutent complètement cette idée en montrant que les dates trouvées dans des civilisations chinoises et islamiques, par exemple, contredisent complètement la possibilité que 300 ans d'histoire n'auraient jamais existé. En plus de ça, on a énormément d'événements datés, d'écrits et de preuves qui montrent que cette théorie n'est pas la plus solide qui soit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez que l'histoire du monde à grande échelle a déjà été manipulée ? On vous a déjà pas mal parlé des extraterrestres dans cette vidéo. Et en vrai, si on y réfléchit, c'est un peu normal. Le sujet est tellement vaste et mystérieux que tout le monde peut élaborer une théorie du complot liée au petit bonhomme vert qui peuple d'autres mondes. Et justement, cette fois, je vais vous parler d'un groupe secret de 12 personnes dont la mission consistait à étudier les indices d'activité extraterrestre et l'éventuelle présence d'OVNI au sein de notre monde. Ces 12 personnes formeraient donc une genre d'équipe du paranormal dédiée à enquêter sur des phénomènes extraterrestres. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans X-Files là. Apparemment, des fuites de données auraient par exemple confirmé que l'équipe aurait étudié un engin extraterrestre s'étant écrasé sur Terre en juillet 1947. Toujours selon ce mythe, une expédition de reconnaissance aurait découvert au Nouveau-Mexique 4 petits humanoïdes ayant été apparemment éjectés du vaisseau avant qu'il n'explose. L'équipe aurait donc réalisé des études sur les 4 corps, tous décédés à la suite de l'accident. Des débris du vaisseau auraient aussi été analysés. Bref, cette théorie du complot suggère clairement que le gouvernement américain en saurait bien plus qu'on nous le suggère. Jusqu'à maintenant, toutes ces théories reposent sur des documents faisant mention de ce groupe, même si celui-là, par exemple, semble avoir été qualifié de bogus, qui signifie faux, par le FBI. On va s'arrêter là pour les théories du complot concernant les extraterrestres. Et justement, pour clore ce sujet-là, dites-nous, vous pensez que la Terre a déjà été visitée par une forme de vie alien ? Vous savez, pendant mes études, j'ai beaucoup étudié la mécanique des fluides. Ouais, c'est le petit instant story time, mais malgré ces équations horribles, j'ai appris beaucoup de choses. On a notamment fait beaucoup de calculs sur les ailes des avions et sur les traînées de condensation que ces derniers laissent derrière eux dans notre beau ciel bleu. Mais alors, je sais ce que vous vous dites derrière votre écran, Kratos on s'en fout de ta vie, mais promis, ça a un rapport avec notre histoire. Parce que voyez-vous, ces fameuses traînées de condensation qui apparaissent à la sortie des moteurs ou en bout d'aile à une certaine altitude et dans des conditions très précises, ne seraient pour certaines personnes absolument pas de simples phénomènes physiques indésirables. Au contraire, ce serait même carrément voulu par les gouvernements. Ces traînées seraient en fait des agents chimiques très dangereux, délibérément relâchés par les avions, et ce, dans des buts bien précis. Toute cette théorie commence en 1996 aux États-Unis, quand des militaires publient une étude sur le climat. Le but de cette étude, c'était de voir comment l'armée américaine pourrait à terme maîtriser le climat en agissant sur la pluie, les tempêtes et les brouillards. Tout ça dans le but d'avoir un contrôle sur le réchauffement climatique et une suprématie militaire. Bon, encore une fois, c'était une simple étude universitaire, mais à partir de sa publication, elle sera largement propagée sur des sites complotistes et sur les réseaux sociaux majoritairement d'extrême droite. Les adeptes de cette théorie pensent depuis que le gouvernement crée avec des avions des nuages artificiels à des altitudes plus basses que les traînées de condensation. Ces nuages seraient composés de divers métaux lourds, de plastique, etc., tous mauvais pour l'environnement et surtout la santé, induisant des maladies comme Alzheimer ou encore Parkinson. Bon, la théorie est un peu floue et les gens ne sont pas tous d'accord, mais les mêmes raisons sont systématiquement évoquées. Est-ce que les États-Unis font ça pour ralentir ou favoriser le réchauffement climatique ? Peut-être pour saboter ou récolter les récoltes d'autres pays ? Ou encore, ce que pensent certains adeptes, pour contrôler le nombre d'habitants en rendant volontairement malades ou tuant de nombreuses personnes. Cette théorie prendra tellement d'ampleur que l'US Air Force répondra même officiellement aux accusations en communiquant sur le sujet pour se défendre. Bon, l'entièreté de la communauté scientifique dément ces théories, qui seraient d'après elle très faciles à vérifier si c'était bien le cas, et les traînées de condensation sont complètement expliquées par nos sciences actuelles. Bref, en tout cas, on espère qu'on vous a pas rendu trop parano pour les prochaines fois que vous lèverez les yeux au ciel. On vous a dit qu'on n'allait pas parler de théories du complot évidentes, du style Terre plate par exemple. Mais il fallait une petite exception pour celle-là, même si vous allez voir, on va aborder la théorie du complot affirmant qu'on n'a jamais été sur la Lune, de manière un peu différente. Ce soir, pour vous parler de ce sujet, on avait envie de plonger dans votre culture cinématographique. Est-ce que, la commu, vous avez vu ce classique du cinéma, Shining ?
pas besoin de vous le présenter. Ce film cultissime adapté du roman de Stephen King est pour autant de personnes un traumatisme d'enfance qu'un chef-d'œuvre du cinéma. Mais est-ce que vous saviez que ce long métrage était intimement lié au complot disant qu'on n'a jamais été sur la Lune ? Ok, je vous explique. Pour comprendre tout ça, il faut qu'on analyse certaines scènes du film qui pour beaucoup sont en fait des indices laissés par son réalisateur Stanley Kubrick pour faire une confession des plus troublantes. Ça serait en fait lui qui a réalisé en studio les scènes parmi les plus connues de l'histoire, celles où on peut voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin marcher sur la Lune. Ok, vous n'êtes pas convaincu ? Moi non plus pour être honnête, hein. Mais vous savez quoi pour cet iceberg ? Venez on essaye de jouer le jeu. Ouvrons nos esprits critiques et analysons ces fameuses scènes du film. Bon, la première est sûrement la plus connue, correspond à ce moment-là. Inutile de vous expliquer ce qui fait référence à la mission Apollo 11, hein, le pull du petit Danny. Bon ok, référence pas très subtile pour l'instant, qui pourrait n'être qu'une coïncidence, mais bon, continuons. Apparemment, il y a une scène qui évoquerait l'alunissage, lorsque Jack, le personnage principal, vient faire son entretien d'embauche dans ce bureau. On peut voir là le drapeau des États-Unis, et sur le bord de la fenêtre derrière eux, un aigle. Pour nous, simples spectateurs, il pourrait simplement s'agir du symbole des États-Unis, mais si on veut créer un lien avec la mission Apollo 11, on peut se dire que le module lunaire qui leur a servi à allunir était aussi surnommé Eagle, donc aigle en français. Déjà beaucoup plus subtil ce clin d'œil, mais bon, pourquoi pas. Ok, on continue. Déjà, il faut savoir que Stanley Kubrick, il a pris pas mal de liberté dans son adaptation cinématographique. L'une d'entre elles, par exemple, est qu'il a modifié le numéro de la chambre interdite. Dans le roman, il s'agit de la chambre 217, alors que dans le film, c'est la chambre 237. Bon, mais alors pourquoi faire ce changement ? Il n'y a pas vraiment d'intérêt en soi. Pour les conspirationnistes, il l'aurait fait pour évoquer la distance entre la Terre et la Lune, qui n'est autre qu'environ 237 000 miles, soit 381 000 km environ. Bon, en vrai, la raison officielle est bien différente. En fait, les gérants de l'hôtel du film ne voulaient pas que les futurs clients aient peur de dormir dans la chambre 217 à cause du film. Ils ont donc décidé d'inventer une chambre qu'ils n'avaient pas dans l'hôtel, la chambre 237. Bon, on continue avec cette scène emblématique du film. Vous voyez ce moment quand Danny se promène en vélo dans les couloirs de l'hôtel ? Et vous voyez tous ces petits motifs sur la moquette là ? Si on les compare à la rampe de lancement d'Apollo 11, on pourrait y voir une vague similarité faisant de ces motifs un nouvel indice laissé par Stanley Kubrick, qu'il a lui-même mis en scène l'alunissage. Bon, en vrai, on voulait vous partager cette histoire pour vous montrer que quand on croit à une théorie du complot, c'est assez facile de trouver des arguments qui vont dans leur sens. Une simple décoration dans un film d'horreur peut devenir la preuve que l'humanité n'a jamais été sur la Lune, ce qui est assez fou quand on y pense. Encore une fois, il s'agit d'une théorie du complot très facilement débunkable, mais on trouvait quand même intéressant de l'aborder de ce point de vue-là. Bref, maintenant qu'on a fait le tour de Shining, descendons un peu plus dans notre iceberg. Est-ce que, comme moi, vous êtes fan de la série Stranger Things ? Perso, le côté un peu complot gouvernemental et expérience scientifique secrète, ça a toujours eu raison de moi, et je suis bien triste que ce soit fini. Mais ce pourquoi je vous en parle ce soir, c'est à cause de ce mec, Preston Nichols. Parce que, mesdames, messieurs, Stranger Things, ça a en fait été inspiré par une réelle théorie du complot, au centre de laquelle on retrouve cet homme. En 1992, Preston sort un livre intitulé Le projet Montauk, Expérience dans le temps. Ce livre, écrit à la première personne, semble être un témoignage de l'auteur, qui affirme avoir récupéré des souvenirs indiquant qu'il aurait été utilisé comme cobaye dans des expériences scientifiques secrètes du gouvernement américain. On y apprend qu'à Montauk, dans l'état de New York, cette réelle base militaire aurait servi à mener en secret une série de projets et d'expériences paranormales sur des hommes et des sans-abri. Le but, développer de véritables armes de guerre humaines et voyager dans le temps. Rien que ça. On parle également de téléportation, de contrôle mental, d'extraterrestres. Bref, je vous l'ai dit, en gros c'est l'intrigue de Stranger Things. Sauf qu'en fait, une phrase dans le livre va attirer l'attention de certains lecteurs. Que vous considériez ce livre comme de la science-fiction ou comme un réel témoignage, vous allez découvrir une histoire passionnante. Ouais, en fait, Preston et Peter, le co-auteur, ne sont jamais vraiment clairs dans le livre et laissent souvent penser que toute l'œuvre est en fait un réel témoignage relatant la vie de Preston. Et c'est à partir de là que va naître la théorie du complot Montauk Project. Vous l'aurez compris, pour les adeptes, c'est un clair message que le gouvernement américain ferait en douce bel et bien toutes ces expériences. Et comme preuve, on a non seulement les faits évoqués dans le livre, mais également des témoignages vidéo de Preston racontant en vrai ses souvenirs, laissant bien supposer que son œuvre est réelle. Dans le bouquin, Preston livre des détails très précis sur les expériences temporelles, mentales, les différentes tortures
qu'il a pu subir et d'autres faits que les adeptes trouvent très troublants. En plus de ça, il lie le Montauk Project à d'autres théories du complot, comme l'expérience de Philadelphie, qui consisterait à rendre ses navires de guerre invisibles. Bon, en 2018, Preston va s'éteindre, mais le Montauk Project, lui, survivra. Et les témoignages de cet homme alimentent encore aujourd'hui les débats sur les expériences secrètes que mèneraient les gouvernements. Et si une civilisation extrêmement avancée avait existé dans un passé lointain, avant de disparaître totalement, au point que son existence même nous soit aujourd'hui délibérément cachée? Bah écoutez, tout ça c'est le point de départ de cette théorie sur l'Empire tartare, que franchement je trouve hyper intéressante. Selon cette théorie, il aurait existé dans le passé un empire technologiquement et architecturalement très avancé, qui aurait fini par être détruit totalement, notamment pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Bon, mais alors comment est-ce que certaines personnes en sont arrivées à cette conclusion? Pour ça, revenons à la base. Je vais vous expliquer d'où vient ce terme d'empire tartare. Pour la faire courte, c'est un terme européen qui a vraiment existé, permettant de désigner une région assez vaste s'étendant de la Sibérie au Turkestan, en passant par la Mongolie, la Mandchourie et quelquefois le Tibet entre le XVIe et le XVIIe siècle. Alors le terme a existé, ça c'est sûr, on peut même le voir écrit sur des cartes de l'époque représentant l'Asie. Tiens, pour l'anecdote, on s'est même rendu à une exposition sur les cartes imaginaires à la BNF avec Kratos. Mais malheureusement, on a eu beau chercher, on n'a pas trouvé de traces de l'Empire tartare. Mais gros big up, cette exposition a été vraiment très cool. La deuxième question, c'est est-ce que cet empire lui-même a existé? La réponse est simple, non. Le concept de l'Empire tartare a été élaboré pour tenter d'établir une genre de continuité des savoirs entre la Renaissance et l'époque moderne. Mais c'est finalement au début du XXe siècle que des explorations en tout genre qui ont été réalisées en Asie montrent qu'il y a eu une diversité culturelle et linguistique incompatible avec la notion d'une unité tartare. D'où le fait que ce concept soit finalement complètement abandonné par les historiens. Ça, c'est pour l'explication du terme. Mais vous allez voir que la théorie du complot va beaucoup plus loin. Majoritairement développée par QAnon, une mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, la théorie affirme que l'Empire tartare ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Asie. Cette civilisation unifiée et avancée aurait en fait existé partout dans le monde, et pour justifier ça, les conspirationnistes se basent sur des preuves architecturales. Les grandes pyramides en Égypte ou la Maison Blanche aux États-Unis par exemple, seraient selon eux des constructions tartares. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un point géographique pour vous montrer que les deux constructions ne se trouvent pas du tout au même endroit dans le globe. Je vous ai pris les exemples les plus connus, mais pour les partisans de cette théorie, de nombreuses constructions seraient en fait des traces de la Tartarie. Le complot va plus loin parce qu'apparemment, et toujours selon la théorie, l'Empire aurait été complètement détruit pendant les deux guerres mondiales, dont les objectifs étaient d'effacer toute trace de cette civilisation. Après, il y a plusieurs écoles. D'autres disent que le monde aurait en fait subi une sorte d'apocalypse il y a une centaine d'années, mettant fin à cette civilisation sans forcément évoquer les guerres mondiales. Dans tous les cas, il y a un point commun. Les gouvernements actuels nous cacheraient l'existence de cette civilisation perdue. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi nous cacher l'existence de cette civilisation? Écoutez, c'est un peu la même réponse que pour beaucoup d'autres théories du complot. Pour garder le contrôle sur les populations qui risqueraient de se rebeller s'ils apprenaient qu'on leur avait caché l'existence d'une civilisation secrète. Alors bien sûr, déjà qu'on réfute l'existence de la Tartarie en Asie, comme on a pu le croire au XVIIe siècle, autant vous dire que les historiens ne prennent même pas la peine d'accorder un quelconque crédit à cette théorie du complot, basée sur des éléments assez approximatifs. S'il y a bien un truc qui me passionne dans la vie, je vous l'ai déjà dit, c'est la physique. Je sais pas vous, mais l'infiniment grand et l'infiniment petit, ça m'a toujours autant attiré que fait flipper. Sauf que pour certains, les recherches dans ce domaine ne serviraient pas tant à en apprendre plus sur l'origine de l'univers et ses lois, mais pour faire les expériences les plus malsaines et dangereuses qui soient. Si je vous montre ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Sinon, c'est tout simplement un accélérateur de particules, développé par le CERN, le plus grand centre de recherche en physique des particules du monde. Bon, comme ça sonne très sérieux, très scientifique, mais le 24 juin 2016, le CERN va se retrouver au centre d'une énorme théorie du complot. Et tout commence avec cette photo, postée ce jour-là sur Facebook. Le cliché montre un gros orage au-dessus de Genève, en Suisse, ville à côté de laquelle se trouve le CERN. Et si pour vous, on a simplement affaire à une jolie image, ça ne va pas du tout être le cas pour le Freedom Fight Times, un collectif américain très connu pour ses théories du complot.
D'après eux, cette photo est la preuve que le CERN pratique des expériences très sombres et utiliserait ces machines pour, tenez-vous bien, ouvrir des accès à de nouvelles dimensions, voire des portails vers l'enfer directement. Ouais. Et d'après ce groupe, le projet à l'origine de ces expériences, c'est le projet Awake, un réel programme du CERN qui produit des faisceaux de particules très énergétiques, ce qui selon eux cache une volonté bien plus sombre. Et donc cette photo serait une preuve que la météo est déréglée à Genève, et ce serait à cause des accélérateurs de particules et des expériences du CERN. Ok, bon, ce n'est pas la première fois que le centre de recherche est visé. Déjà en 2008, le groupe accusait le CERN de vouloir faire disparaître la Terre grâce aux micro-trous noirs, réellement créés en laboratoire. Et encore une fois, ce collectif, qui au passage est profondément raciste et suprémaciste, continue de relayer ce type d'informations encore aujourd'hui. Une fois qu'on a dit tout ça, je sais pas si je dois le préciser, mais rien n'a jamais été avéré ni confirmé de près ou de loin par aucun scientifique du centre de recherche, et ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres de la part du Freedom Fighter Times. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'imaginez bien, il y a des centaines de théories du complot concernant la Seconde Guerre mondiale. Parmi la multitude de théories du complot qui existent, on a décidé de vous parler des bases secrètes nazies qui seraient apparemment enfouies en Antarctique depuis plus de 70 ans. Et cette fois, comme point de départ, on va commencer avec cette vidéo du youtubeur SecureTeam10. Vous l'avez vu avec le titre, la vidéo concerne la découverte d'un potentiel objet massif niché sous l'Antarctique. Je ne vais pas vous refaire le déroulé de toute sa vidéo, mais en gros, des satellites auraient découvert une anomalie gravitationnelle dans cette zone de l'Antarctique, manifestant une chose, quelque chose d'énorme et de très dense semble enfoui sous la glace. Alors, certains parlent d'une météorite qui se serait écrasée à cet endroit précis, et d'autres, vous le voyez venir, parlent d'une base secrète. Le raccourci est vite fait, je vous l'accorde, et ça c'est le cas de beaucoup de théories du complot. Je pense qu'à ce stade-là de la vidéo, vous l'aurez compris. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on passe de l'hypothèse d'une météorite à une base secrète nazie ? La raison, c'est que cette idée d'une base secrète nazie cachée au fin fond de l'Antarctique n'est absolument pas nouvelle. Elle fait référence à une théorie qui dirait que Hitler n'est pas mort et qu'il se cacherait dans une base secrète en Antarctique pour construire des soucoupes volantes. Oui, vous m'avez bien entendu, arrêtez de rigoler s'il vous plaît, on est sur un sujet sérieux là. D'ailleurs, vous voulez voir à quoi l'une de ces soucoupes ressemblerait ? Voilà, je vous présente une soucoupe volante nazie. Alors, ce croquis a été dessiné par des Américains bien après la Seconde Guerre mondiale, mais il faut savoir qu'ils se sont basés sur de vraies recherches effectuées par des ingénieurs nazis pendant la guerre. Des écrits parlent du développement par les nazis d'engins volants circulaires à décollage vertical, ce qui correspond plus ou moins à l'idée qu'on se fait d'une soucoupe volante, quoi. Cette histoire sera par la suite largement extrapolée, et c'est là que les théories vont se mettre à fuser. Hitler aurait pour objectif d'utiliser ces soucoupes pour poursuivre le conflit après sa défaite. Bon, je vous cache pas, tout ça se base clairement sur rien du tout, et les preuves que Hitler est bien mort sont clairement unanimes. Malgré tout, imaginez qu'il soit là, actuellement en train de construire des soucoupes volantes dans l'Antarctique, je vous avoue que ça me fait un peu rire. C'est quoi les plus gros mensonges que vos parents vous ont racontés quand vous étiez enfant ? La plupart d'entre vous pensent peut-être au Père Noël, à la petite souris, ou encore au fait que les bébés ne naissent pas du tout dans les choux et les roses. Eh ben la commu, vous êtes des petits joueurs comparé à ce qu'a appris Jack bien trop tard selon lui. Et vous savez quoi ? Il s'agirait d'un énorme mensonge auquel vous et moi-même croyons encore aujourd'hui au moment où l'on partage cette vidéo. La Finlande n'existe pas. Voilà, comme ça c'est dit, du moins selon la théorie de Jack. Tout commence en 2014 sur Reddit, dans un sujet où les gens partagent les mensonges de leurs parents et leur découverte de la vérité. Et très vite, un post attire l'attention, celui de ce fameux Jack. Contrairement aux autres, il ne parle pas d'un mensonge, mais plutôt de quand on lui a révélé la vérité. Il commence par raconter que ses parents lui ont admis que la Finlande n'existait pas. En fait, ce pays fictif ne serait qu'un vaste complot orchestré par la Russie, le Japon, le chemin de fer transsibérien, les téléphones Nokia et le lobby de la pêche de poissons. Alors je vous vois, ne rigolez pas, parce que cette théorie aurait en fait, selon ses parents, beaucoup de preuves. Et tout aurait commencé en 1917, lorsque la Finlande a pris son indépendance de la Russie. Enfin ça, c'est ce que les Russes et les Japonais ont essayé de faire croire, parce qu'en réalité, il n'y a aucune terre à cet endroit, mais simplement une mer à la place, selon les complotistes. Et en fait, ce pays fictif créé par ces deux pays permettrait au Japon de pêcher sans aucune limite, ni respecter l'environnement,
et de pouvoir ramener toute la marchandise dans leur pays. Et comment ? Évidemment grâce au Transsibérien, cette gigantesque et réelle ligne de fer, la plus grande du monde, qui relie l'entièreté du continent d'ouest en est. Et quand la ligne a-t-elle été achevée ? En 1916, un an avant les débuts du complot. Coïncidence ? Je ne crois pas. Bref, cette immense machination permettrait de pêcher une quantité astronomique de poissons pour réaliser leur sushi. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Et vous vous rappelez de Nokia, cette marque de téléphone finlandaise qui a cartonné comme par hasard au Japon ? Ce serait en fait un nom de code depuis le début pour justifier l'export vers le Japon. Bon, là vous vous dites, mais Kratos, il y a des Finlandais dans le monde quand même qui existent réellement. Eh ben cet argument est bien pris en compte, et les Finlandais seraient eux-mêmes victimes de son complot et pensent y habiter, alors qu'ils se trouveraient en réalité en Suède et dans les pays baltes. Bon, il y a quand même une chose que je vous ai pas dite depuis le début. Cette histoire de Jack, il ne l'a pas du tout racontée sérieusement, et il a juste partagé la blague que lui avaient fait ses parents étant petit. Sauf que parmi la communauté Reddit, beaucoup de gens vont se dire que ça colle en fait. Et donc le subreddit Phylon Conspiracy sera créé et des gens réellement convaincus vont s'y regrouper afin d'alimenter la théorie devenue vraie selon eux. Bref, est-ce que vous pensez réellement qu'un mensonge de cette envergure pourrait être orchestré ? Je vous préviens, il va vraiment falloir qu'on croise les doigts pour que le programme Bluebeam reste dans la catégorie théorie du complot, parce que si elle se réalise un jour, je peux vous assurer qu'on est clairement dans la merde. Le programme Bluebeam, c'est une théorie du complot de grande envergure développée par Serge Monast, un journaliste canadien et théoricien. Tout a commencé quand il a commencé à en parler dans des présentations entre 1945 et 1996, puis dans un livre en 1994, Project Bluebeam. Ok, maintenant je vais vous dire mot pour mot l'énoncé de sa théorie du complot. Je vous préviens, faut s'accrocher. Ok, vous êtes prêts ? C'est parti. Les événements ufologiques, donc tout ce qui concerne les ovnis, et divins sont des productions de parousie préparées par des groupes de pouvoir tels que le gouvernement des États-Unis ou la NASA, et qui viseraient le contrôle social à travers l'hystérie collective et l'incertitude afin d'établir un nouvel ordre mondial. Ouais, ça fait beaucoup, hein, on est d'accord. En gros, selon lui, le gouvernement états-unien et la NASA auraient un plan précis pour établir ce fameux nouvel ordre mondial, détaillé en plusieurs étapes. D'abord, provoquer le doute. Et pour ça, les élites créeraient eux-mêmes des séismes et catastrophes naturelles dans le but de faire de fausses nouvelles découvertes archéologiques. Tout ça dans le but de faire douter les gens sur leur religion respective. Je sais, ça n'a aucun sens, mais vous allez voir, ça ne fait que commencer. La deuxième étape s'appelle sobrement le Space Show. Là, ça part totalement en vrille. Le gouvernement utiliserait des hologrammes tridimensionnels, ouais vous avez bien entendu, tridimensionnels, via des projections laser dans différentes parties du monde pour créer une image de nouveaux dieux uniques. L'idée derrière tout ça, c'est de proposer une nouvelle religion, imposant une monnaie unique, une idéologie unique, ce qui sera finalement les fondements du nouvel ordre mondial. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore les amis. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire après avoir semé le doute chez les gens ? Les contrôler, bien sûr, et pour ça, rien de mieux que des ondes à extrême basse fréquence pour lire et modifier les pensées des gens, les localiser, etc., etc. Bon, petite avance rapide, on arrive maintenant à l'étape finale, les manifestations surnaturelles. Tiens, essayez de deviner, à votre avis, comment faire pour éliminer toute capacité de défense de tous les pays ? En les débarrassant de leurs arsenaux nucléaires, bien sûr. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, alors je vous pose la question. Comment est-ce qu'on pourrait forcer des pays à se débarrasser intentionnellement de tout leur stock nucléaire ? Vous savez quoi ? Vous avez 4 heures. Bon, je vais vous donner la réponse parce que je vois que vous galérez. En créant un ennemi commun venu de l'espace, bien sûr, c'était pourtant évident. Ainsi, tous les pays du monde se rassembleraient pour vider tout leur stock d'ogives nucléaires en les balançant sur un ennemi inexistant, dans l'espace. Ainsi, plus rien ne pourrait faire opposition au nouvel ordre mondial qui sera alors mis en place par un gouverneur unique. Ouais, je suis d'accord, j'ai mal à la tête, vous aussi. On est vraiment allé loin là, et encore je vous ai épargné des étapes du plan vraiment toujours plus what the fuck. Finalement, le père de cette théorie, Serge Monast, décédera d'une crise cardiaque, ce qui ne fera qu'alimenter sa théorie du complot. Les partisans de cette dernière pensent maintenant qu'il s'est fait assassiner pour avoir tenté de révéler la vérité. Je vous l'avais dit, croisons les doigts pour que le projet Bluebeam n'arrive jamais. De tout temps, le Vatican a intrigué le monde. Cet État chargé d'histoire, de religion, de pouvoir, a toujours eu une image de lieu caché mystérieux
avec des endroits accessibles qu'à très peu de personnes dans le monde. On n'a qu'à constater le nombre de films qu'il y a en rapport avec ce pays, rien que dans les films d'horreur qu'on va voir avec Joe par exemple, il y en a vraiment pas mal dont les sujets sont les secrets du Vatican. Le fait qu'on y trouve des archives fermées, des décisions prises en interne et l'influence mondiale de l'État, tout ça, ça nourrit énormément de théories du complot. Et parmi toutes celles qui circulent, il y en a une qui revient souvent et qui commence déjà en 1978. Cette année-là, un nouveau pape est élu, Jean-Paul Ier. Sauf que son pontificat va être extrêmement court, parce qu'à peine 33 jours après son élection, il est retrouvé mort d'une crise cardiaque après une vie difficile ponctuée de maladies. Mais très rapidement, certains détails vont intriguer. Il y aurait des incohérences dans les procédures, une communication un peu floue, et surtout, des théories sur ce que Jean-Paul Ier allait apparemment révéler. D'après certains auteurs spécialistes des affaires criminelles, le pape Jean-Paul Ier aurait été assassiné car il était sur le point de dévoiler d'immenses scandales financiers impliquant le Vatican. Parmi les impliqués dans le complot secret, on aurait des banques mondiales, des personnes importantes de l'Église et des affaires liées à des abus sexuels gardées dans la plus grande discrétion. Évidemment, il y a aussi énormément d'autres auteurs et spécialistes qui nient toutes ces théories et affirment qu'il s'agit que d'une mort naturelle, sans révélation grandiose derrière. Mais ce n'est pas la première ni la dernière fois que le Vatican va être suspecté de cacher la vérité au grand public. Quelques années plus tard, en 1981, son successeur, le pape Jean-Paul II, est victime d'une tentative d'assassinat. Officiellement, l'attaque est menée par un militant d'extrême droite turc, mais on suspecte les loups gris d'en être à l'origine. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en gros c'est un groupe organisé turc qui est un peu anti beaucoup de choses. Encore une fois, la cause serait des secrets qu'aurait voulu révéler le pape sur le Vatican, et ça partirait vraiment loin. On parle de preuves que Jésus aurait eu une descendance, d'informations secrètes sur le Saint Graal, sur les Illuminati et même des appareils permettant de communiquer avec les morts, ou encore que le Vatican abriterait secrètement la plus grande collection de pornographie du monde. Bon, évidemment, aucune de ces théories n'a jamais été prouvée, et comme souvent, elles reposent essentiellement sur des spéculations et des interprétations, mais encore aujourd'hui, elles continuent activement de fasciner le monde. Est-ce que vous connaissez l'effet Mandela? Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le résumer en une question. Pour vous, que dit Dark Vador quand il révèle à Luke, attention spoiler, qu'il est son père? Je vous laisse une seconde pour réciter cette phrase culte. Et bah voilà, si vous avez dit « Luke, je suis ton père », alors bim, vous êtes tombé dans le panneau. Dark Vador ne prononce pas une seule fois le prénom Luke pendant cette scène culte. Et pourtant, moi aussi, j'ai bien l'impression qu'il a toujours dit « Luke, je suis ton père ». Des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Allez, juste pour la route, Kit Kat, vous l'écrivez comment? Si vous avez visualisé Kit Kat avec un trait d'union entre les deux mots, vous êtes encore une fois victime de l'effet Mandela, car ce trait d'union n'a jamais existé. Allez, un dernier pour la route, vous voyez ce petit bonhomme Monopoly? Bah désolé de vous décevoir, mais le personnage n'a jamais eu de monocle. Voilà. Je vais pas passer 2 heures là-dessus, je pense que vous avez compris le principe. L'effet Mandela, c'est ce souvenir collectif que tout le monde a accepté et qui est en fait un faux souvenir, ou un souvenir altéré en tout cas. Bon, on a un peu l'impression qu'on s'éloigne du sujet des théories du complot là. Et pourtant, vous allez voir que l'effet Mandela est un argument utilisé par plusieurs d'entre elles. On peut déjà commencer par la théorie du complot qui affirme que notre univers est une simulation. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo des revues du monde sur ce sujet, franchement, elle est vraiment top. Bah écoutez, selon les partisans de cette théorie, l'effet Mandela serait en fait un genre de bug dans la matrice, un indice qui montrerait que notre réalité n'est pas tout à fait celle qu'on croit. On vous a déjà évoqué les expériences du CERN un peu plus tôt dans la vidéo, et si vous avez bien suivi, on évoquait le fait qu'une théorie montrerait que les expériences du CERN auraient possiblement créé des univers parallèles. Bingo. Si vous vous rappelez que le bonhomme de Monopoly a un monocle, c'est pas parce que vous vous rappelez mal, c'est parce que vous avez un souvenir qui ne vient pas de cette réalité, mais d'une autre dans lequel ce personnage a bel et bien un monocle. Bref, vous l'aurez compris, ce simple phénomène expliqué par le fait que notre mémoire nous joue simplement des tours pourrait cacher bien plus de secrets qu'on ne le croit. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on pourra voyager dans le temps? Aujourd'hui, aller dans le futur n'est qu'un doux rêve pour certains scientifiques et voyager dans le passé carrément impossible. Mais impossible, il n'est pas le cas pour John Titor, une personne prétendant venir du futur, de l'année 2036 plus précisément. Et si vous ne connaissiez pas cette histoire, je vous assure qu'elle est très troublante. Tout commence dans les débuts d'Internet, sur ces forums traitant de voyage dans le temps.
Entre novembre 2000 et avril 2001, un homme se met à poster sur les forums sous le pseudonyme Time Travel 0. Et ce que va affirmer l'homme va tout d'abord faire rire les internautes, avant qu'ils ne se rendent compte que Time Travel 0 semble bien sérieux et a énormément d'arguments qui semblent bien solides. Reprenons depuis le début. Time Travel 0 se présente comme s'appelant John Titor, 38 ans, originaire de Floride et venant de l'an 2036. Mais alors, comment il se retrouve dans le passé et pourquoi venir à cette époque ? John a réponse à tout. Il serait un soldat recruté par un projet gouvernemental de voyage temporel. En fait, au début du 21e siècle, une troisième guerre mondiale a éclaté, décimant près de la moitié de la population mondiale. Depuis, c'est quelque peu l'apocalypse aux États-Unis, et John a été missionné pour voyager dans le temps jusque dans l'an 1975. Le but de sa mission ? Récupérer ça, un IBM 5100, le premier ordinateur portable de l'histoire, conçu par son propre grand-père. Je vous la fais courte parce qu'il y a énormément de détails, mais en gros cet ordinateur comprendrait plusieurs codes de langage et serait capital pour reconstruire les infrastructures américaines détruites après la guerre et pour prévenir un bug qui surviendrait en 2038. Mais alors, pourquoi il posterait tous ces messages dans les années 2000 ? En gros, qu'est-ce qu'il fout à cette époque ? Eh ben John dit simplement qu'il avait des affaires familiales à régler, qu'il voulait voir sa mère, Kate Titor, et retrouver des objets personnels, et donc il en a profité. Bon, je sais exactement ce que vous vous dites, son histoire est complètement what the fuck. Eh ben écoutez, tout le monde aurait été d'accord avec vous si John n'avait pas fourni autant de détails techniques et qui sonnent si crédibles. Déjà, John est accessible. Il répond avec plaisir aux questions des internautes et donne des explications détaillées sur comment la machine à voyager dans le temps fonctionne. Cette dernière aurait été conçue par le CERN, qui aurait réussi à créer des mini-trous noirs permettant ses exploits. Tiens, comme on les retrouve. John prédit même l'année durant laquelle ils vont communiquer sur ces avancées. Et écoutez, aujourd'hui on se rend compte qu'il avait bien raison. Il donnera aussi des détails techniques sur l'IBM 5100 qui seront confirmés par les ingénieurs d'IBM. Il prédira la guerre en Irak et même les pandémies qui sont réellement arrivées. Et en plus de ça, John partage des schémas détaillés et des photos de sa machine et dit que la qualité hasardeuse est justifiée par le fait que les imprimantes fonctionnent mal en 12 volts. Que ce soit vrai ou non, c'est ultra troublant que quelqu'un paraisse si cohérent et calé pour un troll. Surtout quand on voit que ses prédictions ne sont pas si déconnantes que ça. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, il y a aussi pas mal de loupés dans sa version de l'histoire. Déjà, la Troisième Guerre mondiale en 2015 selon lui est provoquée par la Russie, n'a pas eu lieu comme vous avez pu le voir j'imagine. Les photos qu'il a montrées semblent quand même s'agir de matériel ancien, le langage qu'il utilise ressemble à celui des gens dans les années 90. Bref, plein de matériel que peuvent utiliser ses détracteurs pour crier aux trolls. Finalement, en avril 2001, John retournera dans le futur et cessera d'émettre, laissant derrière lui une énorme histoire qui passionne Internet encore aujourd'hui. Alors, énorme blagueur ou visiteur du futur, à vous de choisir. Vous connaissez très bien la théorie de la Terre plate, donc on ne va pas en parler ce soir, mais est-ce que vous saviez que certains complotistes pensent que la Lune est creuse ? Ouais, vous avez bien entendu, ce fidèle satellite que vous voyez tous les soirs ne serait pas plein, il serait en fait creux. Et cette théorie du complot, elle a en fait réellement vu le jour à partir de la mission Apollo 12. On est quelques mois à peine après que la phrase « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité » a été prononcée par Neil Armstrong. Ah, si vous n'avez pas tiqué, bravo, vous venez de vous refaire avoir par l'effet Mandela. La vraie phrase prononcée par Neil Armstrong était en réalité « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Mais bref, c'est très certainement un bug dans la matrice. Revenons-en à Apollo 12. 4 mois après Apollo 11, des expériences sismiques sont réalisées sur la Lune. Pour ça, ils installent un appareil de mesure sismique sur la surface de la Lune et font se crasher intentionnellement le module lunaire sur la surface du satellite. On vient en fait à ce moment-là de vivre le premier séisme artificiel jamais enregistré sur la Lune. L'expérience est répétée plusieurs fois et à chaque fois les résultats sont un peu déroutants. Les vibrations produites par la NASA durent environ 10 minutes, contre 30 à 120 secondes pour une secousse équivalente sur Terre. Dans un rapport rédigé par la NASA par un professeur d'ingénierie civile et de sciences géologiques, ce dernier affirme « La Lune sonnait comme une cloche ». Bingo, il n'en fallait pas plus pour créer une théorie du complot. La NASA, dans un but non identifié, cacherait à la population que la Lune est en réalité creuse. Bon, pour comprendre ce qui se cache derrière les résultats de l'expérience, il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion que juste affirmer que la NASA nous cache que la Lune est creuse. La présence d'eau liquide sur Terre explique par exemple que les vibrations soient étouffées beaucoup plus rapidement que sur la Lune, qui ne possède pas d'eau dans l'état liquide. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'intérieur de la Lune, je vous pose ce petit schéma-là.
Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur les secrets de l'espace, je vous laisse avec la chaîne de Christophe Pauly, qui est juste trop fort. D'ailleurs, la théorie s'étend même à la Terre. Certains pensent que la planète sur laquelle vous vivez actuellement est aussi creuse. Vous vous rappelez de l'anomalie détectée en Antarctique, qui pourrait selon une théorie se révéler être une base secrète d'Asie ? Bah écoutez, pour certains, il pourrait en fait s'agir d'une entrée vers la Terre creuse. Voilà. Si je vous montre les images de cet aéroport, est-ce que vous trouvez que quelque chose cloche ? Bah, on est d'accord, ça a l'air on ne peut plus classique, mais si je vous disais que ce lieu est un nid à théorie du complot, et ce, depuis plus de 30 ans. Bon, pour commencer, je vais vous montrer où on se trouve, on tape ça et tac, nous voici à l'aéroport international de Denver, ouvert en 1995. Et si beaucoup de monde trouve cet endroit chelou, c'est déjà à cause de cette stèle. Datée du 19 mars 1994, cette pierre a été construite et offerte par les francs-maçons. Alors là, ce que je vous dis, c'est officiel, on voit même l'un de leurs symboles au centre du monument, mais ce n'est pas tout. Bon, déjà vous savez que les francs-maçons, c'est une société dans la société, qui est pas mal cachée et présente dans presque tous les pays du monde. Depuis toujours, cette organisation sélective est assez opaque, et réalise des réunions avec ses initiés sans que ces derniers n'aient le droit d'en divulguer le contenu. Donc déjà, des théories et des spéculations sur ce groupe, il y en a de base énormément, mais encore plus quand il laisse sous la pierre une capsule temporelle. Encore une fois, ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment le cas. Sous la stèle se cache une boîte contenant des messages et des souvenirs destinés aux habitants du Colorado à ouvrir dans 100 ans, donc en 2094. C'est tout, on n'a rien de plus. Autant dire que ça intrigue énormément les gens qui se demandent quel secret peut bien cacher la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas tout, parce que je vous l'ai dit, on a énormément de théories liées à cet aéroport. Sous ce dernier, on a même un réseau de tunnels souterrains qui officiellement sert au traitement des bagages et qui contient des bureaux pour certains employés. Mais pour certains complotistes, cet espace souterrain abriterait en fait un bunker anti-atomique utilisé par les Illuminati et les reptiliens pour survivre à la guerre nucléaire, puis envahir la Terre. Alors des bunkers de ce type, ça peut réellement exister. On vous en a déjà montré construit par la secte des scientologues par exemple, dans notre iceberg sur Google Earth, donc en soi c'est techniquement possible. Et pour les adeptes de ces théories, les indices et les preuves qu'il se passerait sous nos yeux des dingueries dans cet aéroport sont vraiment très nombreuses. On a déjà vu la stèle, mais les fresques et les photographies présentes dans l'aéroport ont également de quoi inquiéter. Il y a un thème récurrent qui semble ressortir des peintures, celui de la guerre. Et donc toutes ces illustrations seraient en fait des indices sur la guerre qui va avoir lieu et mener à l'apocalypse. On peut aussi parler de ces gargouilles tirant la langue, que certains interprètent comme étant la langue moqueuse, autre symbole des Illuminati, d'ailleurs on en reparlera de ça. Bref, il y a vraiment énormément de choses dans cet aéroport que beaucoup de monde trouve étranges et qui seraient de très mauvais présages. Je vous laisserai checker en détail si l'histoire vous intéresse. Officiellement, l'aéroport communique avec humour sur toutes ces théories et en profite pour en faire de la pub. Mais pour les convaincus, exposer publiquement leurs théories pour s'en moquer est la meilleure manière de cacher la vérité. Cette théorie du complot, vous allez voir, est très particulière, parce qu'elle évoque un jeu vidéo dont l'existence même n'a jamais été avérée. Alors déjà, je vous pose la question. Oui, j'ai envie de vous parler ce soir, je vous pose plein de questions. Est-ce que quelqu'un dans la commu a déjà joué au jeu Polybus sur des bornes d'arcade à Portland, aux États-Unis, dans les années 80 ? Je vous pose la question parce que si jamais c'est le cas, vous pourriez tenir un véritable scoop là. Parce que oui, même si vous allez voir que ce jeu a beaucoup fait parler de lui, absolument aucune preuve tangible ne prouve qu'il ait un jour réellement existé. Bon, mais alors reprenons. Quelle est cette théorie du complot ? Bah écoutez, selon ses partisans, le gouvernement américain se serait servi d'un jeu d'arcade nommé Polybus pour faire des expériences sur des jeunes. Tout aurait commencé après que plusieurs enfants, après avoir joué à ce prétendu jeu, auraient subi des effets secondaires assez graves. On parle là d'amnésie, d'insomnie, de terreur nocturne ou encore d'hallucinations. Et apparemment, en plus de tout ça, des agents habillés en noir auraient été aperçus se rendant régulièrement au niveau des bornes d'arcade, comme pour récolter des données. Pour continuer dans le mystère, la société à l'origine du jeu s'appellerait apparemment... Voilà, je vais pas me risquer de prononcer ce mot, ce qui veut dire en allemand « effacement d'essence ». À partir de là, la théorie du complot continue et évoque que le gouvernement utiliserait les bornes d'arcade pour envoyer des messages subliminaux aux jeunes joueurs. Bon, encore une fois, l'existence du jeu original n'a jusqu'à aujourd'hui jamais été prouvée. Bien sûr, au vu du bruit que cette théorie a fait, de nombreuses répliques ont par la suite existé, mais rien confirme l'existence du jeu de base.
Certaines personnes évoquent que cette théorie serait née à partir d'une succession d'événements totalement hasardeux. Le premier étant le fait que 2 enfants soient tombés malades à 28 heures d'intervalle après avoir joué à des jeux d'arcade à Portland en 1980. Et le deuxième évoque que des agents du FBI se seraient rendus dans des salles d'arcade à cette époque-là pour enquêter sur l'utilisation de bornes d'arcade dérivées en des machines pour des jeux d'argent. On prend donc ces 2 événements-là et hop, la théorie du complot autour du jeu Polybus serait née. Est-ce que vous avez vu les films Men in Black ? Si vous êtes un peu jeune ou pas trop cinéphile, laissez-moi vous présenter rapidement le pitch. Les Men in Black sont une organisation ultra secrète créée dans le but de réguler sur Terre l'immigration avérée et les infractions des extraterrestres. En plus de ça, la présence des aliens doit rester secrète, et donc les hommes en noir sont équipés de technologies de pointe pour faire oublier à tous les potentiels témoins le fait qu'ils ont vu ou aperçu des extraterrestres. Plutôt simple. Eh ben, si je vous disais que ce film n'a pas inspiré une théorie du complot, mais que c'était tout le contraire. En fait, les Men in Black sont au centre de plusieurs thèses conspirationnistes, et leur but, un peu comme ça a été repris dans le film, serait d'empêcher l'humanité de découvrir la présence des extraterrestres. Et le premier cas documenté se serait passé en 1952 au Connecticut, lorsque cet homme, Albert Bender, un homme d'affaires et passionné d'ovnis, fonde un groupe de recherche sur les soucoupes volantes. Son groupe connaît rapidement un gros succès, mais brusquement, Albert se retire du projet et abandonne l'intégralité de ses recherches. Alors pourquoi ? À l'époque on ne le savait pas, mais un auteur sur les ovnis qui publiera son livre sur les hommes en noir 4 ans plus tard, dira toute la vérité sur l'affaire. 3 hommes en noir se seraient rendus chez Albert et lui auraient dit de cesser toute activité, sinon, je cite, « les choses tourneraient mal pour lui ». Ce n'est pas le seul témoignage, parce que 30 ans plus tard, en 1981, un Canadien qui aurait été témoin d'un ovni aurait vécu strictement la même chose. 2 hommes en noir seraient venus à sa rencontre, lui mettant la pression pour ne rien divulguer et lui demandant ses informations personnelles. Le truc le plus troublant dans ces témoignages, c'est que partout où c'est arrivé dans le monde, les témoins décrivent les mêmes hommes en noir, avec les mêmes vêtements, les mêmes questions et le même comportement très énigmatique. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, une invention collective des témoins d'OVNI depuis plus de 70 ans, ou alors simplement une sombre vérité ? C'est à vous de nous le dire. Vous n'avez pas pu passer à côté de ces images absolument terrifiantes. On est en 2025, donc il y a quelques mois là au moment où on tourne cette vidéo, quand la ville de Los Angeles est ravagée par une série de terribles incendies, provoquant 440 morts, de nombreux blessés, la destruction de 16 000 habitations et ayant forcé plus de 130 000 personnes à évacuer leur maison. C'est simple, il s'agit de l'incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie. Malheureusement, les vents chauds de la zone, appuyés par un réchauffement climatique grandissant, favorisent les incendies et peuvent transformer chaque départ de feu de brindille en d'énormes feux de forêt. Les causes de cette catastrophe sont claires et nettes, mais vous commencez à le comprendre, dès qu'il y a des catastrophes comme celle-là, il y a toujours des théories du complot qui suivent. Et celui-là, il concerne encore une fois le gouvernement des États-Unis. Cette théorie affirme que les incendies de Los Angeles auraient été provoqués par le gouvernement lui-même dans le but de nettoyer certaines zones habitées pour ensuite pouvoir reconstruire derrière et développer de nouveaux projets urbains. Parce que oui, il serait forcément beaucoup plus facile de justifier des constructions sur un terrain vide plutôt que sur un terrain rempli d'habitations. L'objectif final étant de faire de Los Angeles une smart city, donc une ville intelligente. La théorie du complot, en fait, elle a beaucoup circulé sur les réseaux, TikTok, X, Facebook notamment. Regardez, par exemple, cette TikTokeuse alimente la théorie en posant cette question. Alors, quelles sont les chances pour que nous ayons 2 incendies dans 2 endroits différents en l'espace d'une semaine et que ces 2 endroits aient des initiatives pour devenir des villes intelligentes ? Et le truc, c'est que oui, effectivement, les 2 zones qu'elle pointe du doigt ont bel et bien des projets de smart cities qui sont dans les cartons. Et oui, les 2 zones ont effectivement été ravagées par des incendies. Alors, de là à dire que CQFD, les villes ont rasé intentionnellement des quartiers entiers pour pouvoir développer leurs projets urbains, faut avouer que c'est peut-être un raccourci vite fait. Malgré tout, la théorie prend beaucoup d'ampleur et génère des millions de vues sur les réseaux. Ça en est à un tel point que beaucoup de spécialistes du sujet ont pris la parole, la plupart affirmant qu'il paraît quand même très incohérent et improbable qu'une telle stratégie ait pu voir le jour. En tout cas, cette histoire nous montre bien que les théories du complot continuent d'émerger de nos jours, peut-être même encore plus avec le climat de peur et de méfiance générale qui règne actuellement dans notre monde.
Je sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune, YouTube était envahi de ces vidéos où les internautes analysaient minutieusement les stars de cinéma et les clips de musique, souvent avec des conclusions très perturbantes. Des Katy Perry, Shakira, Jay-Z ou que sais-je encore feraient des signes un peu chelous dans leurs clips ou dans leurs concerts. Et tous ces éléments confirmeraient que dans l'industrie du show business, ces gens appartiennent tous à un même groupe. Pour certains, ils auraient passé un pacte avec le diable afin de connaître gloire et fortune sur Terre. Pour d'autres, ils seraient corrompus jusqu'à la moelle, ou encore feraient partie d'organisations top secrètes qui gouverneraient le monde, comme les fameux Illuminati. Et justement, ces dernières semaines, vous avez certainement vu passer ce clip de Jim Carrey, diffusé en 2014, où il était invité sur le plateau de Jimmy Kimmel, très célèbre animateur de télévision américain. Connu pour être un peu loufoque et blagueur, Jim Carrey va pourtant faire pendant son passage quelque chose de très étrange. Je peux pas vous mettre tout l'extrait, mais vous irez voir. Pendant quelques minutes, l'acteur fait des révélations sur toute l'industrie du divertissement. Il dit notamment que le cinéma, la télé, lui-même et Jimmy Kimmel ne sont que des distractions pour empêcher de voir ce qui se passe réellement dans le monde et qu'il voulait dire toute la vérité aux gens. Ok, mais vous allez me dire, non mais Kratos il rigolait et on entend aussi le public s'esclaffer. Ben, pas sûr. Parce que beaucoup vont noter que dans ce passage, Jim Carrey a l'air d'être très sérieux, le présentateur vraiment stressé, et l'acteur fait ce symbole dont on a déjà parlé et qu'il explique clairement. Il s'agirait de la langue moqueuse des Illuminati qui, d'après lui, gouvernerait des show business. Et vous entendez ce public hilar ? Et ben d'après pas mal de personnes qui étaient sur place, des rires auraient été ajoutés au montage, et dans la scène en direct, personne ne riait, tous étant très mal à l'aise au vu de la situation. Cette scène va marquer les gens, et même si Jim Carrey semble bien faire une blague après ce passage, pour beaucoup ce ne peut pas être juste un canular. Non, pour eux, après avoir menacé de tout révéler au grand public, Jim Carrey aurait simplement été remplacé par un clone. Il y a quelques jours à peine, au moment où l'on tourne cette vidéo, l'acteur a remporté un César d'honneur en France, mais pour beaucoup de gens, cet homme-là, ce ne serait pas Jim Carrey. En ligne, beaucoup de monde s'étonne des réactions de l'acteur, de son physique et de son attitude, qui semblent très éloignées de celle du personnage que tout le monde connaît. Et pour certains, ce serait clair. Après ces révélations en public, Jim aurait été remplacé. Alors pour ces gens, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, et pour manipuler l'opinion publique, l'ordre mondial serait prêt à tout. Récemment encore, ce serait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui serait mort et qui aurait été remplacé après l'apparition très suspecte de vidéos peu crédibles. Bon alors, est-ce que les gouvernements, les Illuminati ou un autre groupe très puissant contrôlent tout ce qu'on voit à la télé et dans les médias ? Vous avez 4 heures. Est-ce que vous pensez que Mars est habité par une quelconque forme de vie, là, actuellement, pendant que je vous parle ? Bah écoutez, selon une théorie diffusée sur le site Infowars, ça serait le cas. Mais attention, les êtres vivants peuplant la planète rouge ne seraient pas des martiens, mais bien des humains, dont certains seraient des enfants envoyés là-bas pour devenir esclaves de cette fameuse colonie. Ok, présenté comme ça, faut avouer que cette histoire semble n'être qu'une théorie de plus, complètement absurde et infondée, issue d'un board sombre de 4chan, et qui ne sera jamais prise au sérieux par quiconque. Et pourtant, sachez que la NASA elle-même a pris le temps de répondre à cette accusation en affirmant publiquement que non, il n'y a pas d'être humain sur Mars. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est que cette théorie vient d'un média bien connu dans la sphère du complotisme, Infowars. La personne à la tête de ce site, c'est Alex Jones, un gars assez connu qui a notamment popularisé des théories du complot comme le fait que le gouvernement a provoqué lui-même l'effondrement des 2 tours jumelles, ou encore la théorie du Pizzagate, dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois en vidéo. Au départ, son site est considéré, comme beaucoup d'autres, comme une plateforme conspirationniste sans trop d'intérêt. Mais s'il y a bien une personne qui a bousculé les choses et changé l'image d'Alex et de son site, c'est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Parce que oui, il faut savoir que Alex, c'est un grand fan de Trump, et le soutient publiquement auprès de son audience grandissante. Et ça plaît au président qui décide de passer dans son émission et de le féliciter pour son incroyable popularité. Tout ça, mine de rien, ça donne une crédibilité monstre au site Infowars, qui se verra même avoir une accréditation d'une journée à la Maison Blanche, c'est pas rien. Sa chaîne YouTube suivie par plus de 2 millions de personnes, son site Infowars et son émission de radio ne sont plus considérés comme des œuvres conspirationnistes oubliables. Ce sont maintenant de vrais médias aux yeux du grand public. Et donc, quand Alex Jones reçoit dans son émission Robert David Steele, un homme se présentant comme un ancien agent secret, les gens écoutent ce qu'il a à dire.
Et donc, quand il dit qu'il pense que la NASA kidnappe des enfants avant de les envoyer sur Mars pour devenir des esclaves, bah les gens y croient un peu. Et c'est donc cette crédibilité amenée par Trump qui va pousser la NASA à répondre à cette accusation, qui pour beaucoup d'autres médias conspirationnistes serait tombée totalement dans l'oubli. Une chose est sûre, le lien entre les médias et la puissance des théories du complot est absolument indéniable. Bon, ce sujet, je vous préviens, il est très différent des autres et vachement difficile à comprendre. En fait, même maintenant, je suis pas sûr d'avoir tout compris et trouver des sources sur ce sujet, c'est vraiment très compliqué. Mais enfin, accrochez-vous et voici le code du désespoir. Enfin, littéralement, voici le code du désespoir. 3, 2, 2, 3, 4, 1, 2. Ce code, supposant qu'on sache ce qu'il veut y dire, est la clé de l'équation de l'anti-vie. Oui, bon, je sais, on est dans la dernière strate, il est certainement tard chez vous, et vous vous demandez ce que je raconte. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Le code du désespoir, c'est une théorie du complot qui a pris racine dans les profondeurs de 4chan, ce forum controversé dont on a d'ailleurs consacré un iceberg. D'après les internautes croyant à cette théorie, il existerait un code et une équation qui, lorsqu'on y est exposé, causerait une profonde dépression, une paranoïa intense et une tristesse inimaginable qui pousserait quiconque au suicide. Le rôle de ce nombre est un peu énigmatique et personne n'arrive vraiment à l'expliquer, mais l'équation est un peu plus claire. Enfin, je dis équation entre guillemets parce qu'en fait ce n'est pas vraiment une, mais ce serait un lien entre la vie et la mort, la solitude et le désespoir, et plein d'autres sujets sombres liés entre eux qui donneraient ce nombre. Un nombre qui, d'ailleurs, ne devrait pas être lu à voix haute. L'origine de cette théorie n'est pas vraiment claire, mais semble faire écho, encore une fois, au mythe de Cthulhu de Lovecraft. Dans ses livres, cette mécanique de désespoir intense est très connue, et d'anciens dieux malveillants en seraient la cause, provoquant, lorsqu'on les contemple eux ou leur monde, une tristesse infinie. Pour certains, ce seraient encore une fois les Illuminati qui seraient à l'œuvre, et ils exposeraient le code aux gens problématiques à leur cause, afin de les pousser au suicide pour se débarrasser d'eux. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que ça a l'air d'être un sujet très sérieux pour les initiés, et que ce serait peut-être lié au projet MKUltra, dont on va vous parler juste après ce sujet. On ne sait pas la forme sous laquelle ce code serait exposé à ses victimes, mais d'après les adeptes, il s'agirait de l'une des choses les plus dangereuses au monde. Vous allez voir que pour cette histoire, la frontière entre le réel et la théorie du complot commence doucement à devenir de plus en plus fine. Le terme MKUltra désigne l'un des projets les plus fous et controversés jamais réalisés par la CIA. Et vous allez voir, tout ce que je vais dire là n'est pas de la théorie, c'est vraiment arrivé. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand les théories du complot commenceront à apparaître. Tout aurait commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains auraient la preuve que des scientifiques nazis seraient en train de développer un sérum de vérité. Oui, c'est exactement ce que vous croyez, un sérum qui enlèverait la volonté de mentir à quiconque boirait cette solution. Ok, déjà rien que l'origine du projet est absolument folle quand même. Et je pense vraiment que si tout ça n'avait pas été avéré et que c'était resté au stade de théorie du complot, beaucoup de gens auraient dit que c'était du bullshit. Bref, on continue, la Deuxième Guerre mondiale se termine, mais la CIA a toujours en tête ces fameuses expériences nazies. Alors, pourquoi pas essayer eux-mêmes ? C'est alors que le projet MKUltra voit le jour en 1953. Les tests démarrent, des tests chimiques, biologiques, radiologiques, tout est envisagé pour créer ce sérum. Et plus le temps avance, plus l'objectif s'élargit. Il ne s'agit plus simplement de créer un sérum de vérité, on parle maintenant de contrôle mental, de méthodes d'effacement de la mémoire aussi. Tout ça dans un contexte de guerre froide, bien sûr, et avec des intentions claires et nettes d'utiliser leurs trouvailles contre les ennemis des États-Unis. Des projets d'utiliser ces drogues de contrôle mentaux contre Fidel Castro par exemple ont été envisagés. Oui, je parle de drogue parce que justement, beaucoup d'entre elles ont été utilisées pour faire ces tests. Vous voyez ce petit sachet là ? Si vous ne le reconnaissez pas, tant mieux, il s'agit de LSD. Et apparemment, beaucoup d'expériences menées dans le cadre du projet MKUltra impliquent cette drogue, fournie parfois sans le consentement des sujets de l'expérience. Encore une fois, on n'est pas dans la théorie du complot là. Tout ça, c'est vraiment arrivé. Et même si beaucoup d'archives du projet ont été détruites, des témoignages sont venus éclairer ce projet plus qu'obscur, qui aurait coûté pas moins de 10 millions de dollars aux États-Unis. Bon, maintenant qu'on en sait plus sur le projet MKUltra, parlons un peu des théories du complot qui gravitent autour. Vous avez très certainement déjà entendu parler des vidéos étranges dans lesquelles Britney Spears se comporte bizarrement.
Pour certains, c'est simple. Son esprit est contrôlé par le gouvernement grâce à des méthodes trouvées pendant le projet MKUltra. Je parle d'elle, mais c'est aussi le cas de plein d'autres célébrités, dont des personnes connues pour des raisons beaucoup plus macabres. Certains disent par exemple que l'assassin de Robert Kennedy aurait lui aussi été manipulé mentalement. D'ailleurs, je vous parle du projet au passé, mais certains complotistes pensent que le projet existe toujours, sous un autre nom. Ah oui, on vous en a déjà parlé en vidéo, mais une autre théorie du complot connue montrerait qu'un village français a été victime du projet MKUltra, droguant sa population pour ses expériences. Bref, franchement, au vu de la dinguerie qu'est le projet MKUltra en lui-même, je peux vraiment comprendre qu'autant de théories circulent autour. Bon, plusieurs fois, on vous a parlé de complots mondiaux qui impliqueraient des gens connus ou des gouvernements tout entiers, et avec l'actualité récente, on était obligé d'y consacrer un sujet. Avec les révélations du dossier JE, oui je vais l'appeler comme ça parce qu'on nous a censuré et démonétisé la vidéo sans aucune raison, les théories les plus sombres vont de bon train. On sait qu'il y a eu, et qu'il y a forcément encore aujourd'hui, des choses sombres qui se passent dans le monde et qui sont cachées par les élites et ou les gouvernements. Trafic d'argent, c'est fait, de stupéfiants, c'est fait, de prostitution, c'est fait, de mineurs, c'est fait. Qui sait ce qui se passe encore sous nos yeux et qui reste à découvrir? Pour certaines personnes, notamment des groupes conspirationnistes d'extrême droite, mais pas que, il y aurait une guerre secrète entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement, appelé l'État profond. D'après ces groupes, notamment Canon dont on vous a déjà parlé, qui prend encore une fois ses racines sur 4chan, les élites financières et les personnes influentes des médias commettraient non seulement des crimes pédophiles, mais également cannibales et sataniques. Selon les groupes, ces élites et ultra riches seraient coupables de crimes contre des enfants qu'ils commettraient afin de leur voler du sang, et plus précisément leur adrénochrome, une substance naturelle du corps humain qu'ils considéraient comme une fontaine de jouvence. Pour d'autres, ce serait également un moyen de montrer leur loyauté à Satan et à d'autres démons auxquels ils auraient prêté allégeance, notamment Moloch, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Joe vous l'a déjà dit, mais les membres de Canon sont également à l'origine du Pizzagate, la théorie de complot d'après laquelle des enfants seraient prisonniers d'une pizzeria et liés à des politiques démocrates, comme Hillary Clinton. D'ailleurs, d'après ce groupe, ce sont uniquement les démocrates et les gens de gauche qui seraient corrompus, et le bon et gentil Trump serait un sauveur de l'humanité, venu mener une bataille contre ces élites, grands héros. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Jusqu'à maintenant, on vous a toujours présenté des théories du complot, soit complètement absurdes et fausses, ou alors impossibles à vérifier. Peut-être que cette sensation vous amène à penser qu'en vrai, aucune théorie du complot ne se révélera être réelle. Vous savez quoi ? Cette avant-dernière histoire va peut-être vous faire changer d'avis. Et tout ce scandale, il tient en quelques lettres. COINTELPRO, un acronyme qui vient en fait de Counter Intelligence Program, donc en français, programme de contre-renseignement. L'objectif de ce programme est de mener des opérations de surveillance, d'infiltration, de discréditation et de perturbation d'organisations politiques nationales, y compris des actions ayant conduit à des meurtres. Ouais, vous avez bien compris la phrase. Le FBI avait globalement carte blanche pour menacer, tuer et perturber toutes les organisations ou groupes que le gouvernement considère déstabilisant l'ordre social et politique du pays. Exemple concret, le FBI s'en est apparemment pris au leader du mouvement américain des droits civiques, dont Martin Luther King Jr. notamment, après l'avoir mis sur écoute et en plaçant des micros dans sa chambre d'hôtel pour tenter de le prendre en flagrant délit en pleine relation extra-conjugale pour lui faire du chantage, ils lui ont envoyé une lettre. L'objectif est clair, l'intimider en le traitant par exemple d'animal dégoûtant et anormal. Oui, pour rappel, je vous parle pas d'un groupe de random là, c'est littéralement le gouvernement américain qui a fait ça avec le FBI. Donc voilà, en résumé, le FBI utilisait des moyens illégaux pour perturber secrètement des groupes politiques ou organisations qui n'étaient pas d'accord avec eux. Vous savez quoi, tout ça, ce n'est absolument pas une théorie du complot. On est le 8 mars 1971 quand une commission citoyenne d'enquête sur le FBI, représentée par 4 personnes lambda du quotidien, décide de passer à l'action. L'idée est simple, profiter du combat de boxe hyper médiatisé entre Mohamed Ali et Joe Frazier pour cambrioler un bureau du FBI. Ouais, rien que ça. L'opération digne d'un film d'action se passe à merveille et le petit groupe parvient à voler plus de 1000 documents classifiés. Tout de suite, ils partagent leurs trouvailles à de nombreux journaux américains, confirmant ce qui était à la base une théorie du complot.
Le projet Sunshine, c'est une étude de recherche qui a été rendue publique en 1956, après 3 ans passés dans le secret le plus total. Le projet a été commandité par la Commission de l'énergie atomique des États-Unis et l'US Air Force, et si vous n'en avez jamais entendu parler, accrochez-vous. En 1953, les États-Unis lancent donc le projet Sunshine, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, a pour but d'évaluer l'impact des retombées radioactives sur les gens après plusieurs explosions nucléaires de plus en plus fortes. Bon déjà, rien qu'en entendant ça, on peut se poser de nombreuses questions sur comment l'humanité a creusé aussi bas, mais vous allez voir, ce n'est que le début. Pendant 3 ans, les scientifiques du projet ont étudié l'impact de l'isotope radioactif strontium-90 sur les humains, car jugé comme étant la menace la plus grave pour la santé humaine. Bon mais alors, comment faire pour étudier ça? C'est très simple. Durant cette période, le projet Sunshine et ses dirigeants se sont permis d'utiliser des corps et des restes humains sans jamais tenir au courant les proches des défunts. Les tissus et les os humains étaient utilisés pour voir comment ils se comportaient face à l'exposition au strontium-90. Mais le scandale ira encore plus loin que ça lorsque le docteur Willard Libby de la Commission de l'énergie atomique dira « Je ne sais pas comment les obtenir, mais j'affirme qu'il est de la plus haute importance d'avoir des résultats, en particulier chez les jeunes. Les échantillons humains revêtent souvent une importance capitale, et si quelqu'un sait comment s'y prendre pour dérober des cadavres, il rendra vraiment service à son pays. » Ouais, je sais pas quoi vous dire, on marche sur la tête. Mais suite à ça, ce sont des milliers d'échantillons qui seront prélevés et analysés. Et bien sûr, on parle de cadavres d'enfants et de bébés provenant de pays allant de l'Australie à l'Europe, toujours sans le consentement des parents. Les corps étaient récupérés dans divers hôpitaux et on a des témoignages glaçants, comme celui de cette mère britannique. Je vous préviens, il y a des détails horribles, mais les jambes de son bébé mort-né ont été prélevées sans qu'elle ne le sache, et pour lui cacher la vérité, on lui a interdit d'habiller son enfant pour les funérailles. Juste horrible. Après 1956, le projet a été étendu pour étudier notamment les impacts environnementaux, mais personne n'a été désigné coupable, arrêté, aucun procès, rien. En même temps, j'ai envie de vous dire comment être condamné par les institutions de l'État lorsque c'est l'État lui-même qui est la pire race. Bref, aujourd'hui, le projet Sunshine, c'est un énorme scandale un peu oublié et pas trop assumé par les États-Unis. Et pour certaines personnes, le projet serait toujours d'actualité et plein d'autres révélations bien plus horribles n'auraient pas encore été révélées. Toutes ces expériences relèveraient du secret d'État, et quand on apprend ce genre d'histoire, on est en droit de se demander si ce dernier est réellement à notre service. On vous l'accorde la commu, cet iceberg était vraiment très différent de tout ce qu'on a pu vous faire jusque-là. Alors encore une fois, si on a un conseil à vous donner, c'est de toujours vous renseigner au maximum. Des théories du complot, il y en a qui sont complètement absurdes et démontables en 3 recherches Google. Mais de l'autre côté, il y en a aussi qui sont hyper intéressantes, et comme on l'a vu pour l'histoire du projet COINTELPRO, peuvent même se révéler être vraies. Alors bien sûr, on vous invite à débattre en commentaire sur tous les sujets que vous voulez, mais s'il vous plaît, on le fait dans la bienveillance et le respect, c'est hyper important. En tout cas, la commune, nous on a adoré plonger dans ces histoires, alors si vous avez apprécié l'iceberg, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On sait que vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné, et oui, on vous voit. Et bien sûr, encore merci à Emma de nous accompagner sur cette vidéo. Pour rappel, en ce moment, c'est les promos de printemps du 24 mars au 8 mai et vous avez jusqu'à moins 50% sur le site Emma. Et bien sûr, avec le code KratosEjo, vous avez en plus 10% de réduction sur les produits qui sont déjà remisés sur le site. Franchement, la commu, n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est hyper important de prendre soin de son sommeil. Sur ce, c'était tout pour nous ce soir, c'était Kratos derrière la caméra et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Et c'est une fin de gros tournage là. Ouais. Yes. T'as gardé ouf. T'es pas voté pour les Spotify Podcast Awards? Il reste quelques jours, mais faites-le.